commencer, Régis, pourquoi les juristes doivent s'intéresser à l'intelligence artificielle ? Arnaud, merci pour la question. Elle amène un éclairage et sans doute une définition pour commencer. Et vous avez parlé d'une révolution, une évolution silencieuse. Moi, je dirais qu'elle fait grand bruit, cette révolution. Et les juristes, la profession doit s'intéresser à l'IA et au débarquement de l'IA dans notre actualité, et pas que dans nos réunions, dans nos outils, dans toute notre vie, dans notre vie perso. Voilà, l'IA est arrivée et ces deux lettres, qu'est-ce qu'on a derrière, si on peut commencer par ça, le I et le A. Je vais commencer par le A peut-être, je vais inverser, je vais le faire à l'anglo-saxonne. L'artificiel de cette IA, à contrario, on va dire que c'est quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas concret. J'ai envie de parler de logiciel. Et puis le I de l'intelligence, je pourrais vous donner une définition de juriste, et je le suis, donc je serais même plutôt amené à le faire, mais je vais tenter de ne pas le faire. Je ne vous donnerai pas la définition de la CNIL ou la définition de l'ANSSI, qui est très bien par ailleurs. Je vais essayer de donner une définition de bon sens. L'intelligence, c'est quoi ? C'est la capacité du cerveau humain à accueillir une information, à la traiter, à la processer, et puis à en ressortir une autre donnée, un réflexe, quelque chose. Donc c'est voilà, cette capacité, ce logiciel, cette intelligence artificielle va être en capacité d'accueillir des données, de les traiter et d'en ressortir d'autres éléments. Il y a l'IA. Il y a l'IA générative. En réalité, c'est celle qui est arrivée avec fracas il y a quelques mois dans l'actualité et dans nos métiers. Avec ChatGPT. Voilà, notamment. Alors, on aurait plein d'autres à citer. Je peux en citer les Gemini, les Perplexity. Léa nous parlera aussi de sa solution. Des acteurs français qui sont investis sur le sujet. Ils nous ont apporté cette petite révolution. Pourquoi s'y intéresser ? Parce que dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de famille, dans nos vies personnelles et dans nos vies professionnelles, ces solutions elles sont en train de prendre le dessus sur de la productivité, sur de la recherche, sur ce qui structure nos métiers. Et c'est une des raisons, c'est la raison principale pour laquelle on doit comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Je me souviens du début des années 2000, je vais faire une petite anecdote, un truc perso. Je suis sorti de l'université, j'avais la tête dans les codes, dans les revues, dans les jurisprudences, et puis je suis arrivé en entreprise. Ma DAF à l'époque, premier employeur, me dit tiens, il faudrait que tu rédiges des conditions générales de vente. On a besoin d'actualiser ça dans l'entreprise. C'est parti. Et là, j'avais plus les codes, j'avais plus l'université, j'avais plus les revues. J'étais devant un PC et je n'avais que moi et la page blanche pour me dire là, il faut que je pousse des conditions générales de vente. Et j'ai eu un peu honte au début des années 2000, il est temps de le dire. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me connecter, de trouver mon moteur de recherche préféré et de taper exemple de conditions générales de vente, modèle de conditions générales de vente. Et je l'ai fait voilà, avec Jeanne. Je cachais un peu l'écran, je tournais l'écran pour que personne ne voie. J'étais en train d'utiliser un moteur de recherche pour débuter le travail. Et puis après, j'ai pris la page blanche, j'ai commencé à taper. Et le traitement de texte me soulignait les mots en rouge. Et là, hop, j'étais pris d'un nouveau sentiment de honte à me dire mais je prends pas le métier par le bon sens, je ne sais pas écrire, je ne sais pas par où je dois prendre les choses. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'au début des années 2000, c'était des outils. C'était ces outils, c'était Internet, c'était Google, c'était les moteurs de recherche, c'était les traitements de texte. Et les IA génératives, celles qui sont dans notre actualité, c'est ça. C'est un outil, ça nous remplacera pas. Ça n'a pas fait de moi un mauvais juriste, je pense, sur ces 2 décennies passées. On doit se servir des outils. Les outils viennent, ils s'imposent à nous. On doit les prendre, on doit les embrasser, on doit comprendre leur fonctionnement. À quel niveau on doit les comprendre ? C'est une question, on parlera peut-être. Est-ce qu'on doit tous être des ingénieurs pour utiliser les IA génératives ? Je ne crois pas. Je ne sais pas comment fonctionne un PC vraiment ou Internet, et pour autant je me sers d'Internet et je me sers d'un PC. Je n'en ai plus honte. Donc voilà, je suis ravi de lancer, de pousser un petit peu plus loin la discussion et le débat aujourd'hui. Alors on va poursuivre l'échange peut-être avec Stéphane pour réagir sur l'intérêt justement de l'intelligence artificielle pour les juristes au sens large, avocats, magistrats, notaires. Alors, évolution, révolution, si on se met dans un monde industriel, si on parle d'industrie du droit,
ce n'est qu'une évolution, puisque finalement, c'est une manière d'automatiser un petit peu plus de manière sophistiquée, de pouvoir un petit peu plus avoir un dialogue avec la machine. Et finalement, on appellerait ça dans une usine une évolution d'ergonomie. C'est-à-dire, je vais être obligé de travailler un petit peu différemment. Déjà, au lieu de me cacher, comme vous le faisiez en débutant, mon cher Régis, là, vous pouvez le faire devant tout le monde. C'est même smart d'utiliser chez les juristes les moteurs de génération d'idées. Et puis, ça vous donne une puissance d'expression et d'imagination, et c'est quand même pour ça qu'on paye les avocats, c'est sûr, les juristes d'entreprise, c'est aussi vrai, mais aussi les magistrats, puisque quelquefois, il faut quand même faire évoluer les choses. Et le deuxième élément important, c'est peut-être la première fois où on peut avoir une vraie réflexion avec de vrais outils sur des éléments qui vont nous permettre d'améliorer la qualité du droit et sa plus grande diffusion. Parce que ce qui est très nouveau dans le monde d'aujourd'hui, c'est que chaque agent économique est un acteur de droit. Et du coup, quand vous êtes directeur juridique comme Stéphanie dans une société où vous avez des vendeurs, où vous avez tout un tas d'acteurs qui peuvent la représenter, elle ne peut pas être derrière chacun et elle peut avoir recherché un levier qui va lui permettre d'être au plus près, de permettre de rendre peut-être ce droit plus accessible, d'avoir un niveau zéro, peut-être pas aussi pur que celui qu'on pourrait vendre, d'avoir cette information juridique qui soit quand même un petit peu pilotée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette intelligence artificielle générative donne cet accès si on l'embrasse, si on revoit sa manière de travailler, et c'est peut-être ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on en reparlera en termes de modèle économique, en termes d'investissement. On n'a que 2 années sur finalement le ChatGPT, donc c'est très neuf. C'est très récent. Quand vous regardez les courbes Gartner d'acquisition d'une technologie, on est plutôt sur des plateaux à 10 ans, donc c'est quand même aujourd'hui quelque chose de tout neuf. Si vous avez Harvey et OpenAI, qui sont les 2 grands acteurs, notamment dans le monde du droit, qui s'implantent à Paris dès le mois de janvier, ça veut dire que le marché est un petit peu mûr en France, c'est plutôt pas mal. D'un autre côté, il y a une vraie question de modèle économique, de modèle collaboratif, je vais même assez loin. Vous savez que moi, la profession du droit est une grande profession et que les avocats en entreprise, j'adorerais. Et si on pouvait aussi être magistrat de temps en temps, ça ne vous ferait pas de mal. Et venir enseigner, parce qu'il faut venir enseigner dans les facs comme le fait Régis. Ce serait extraordinaire d'avoir, grâce à ces outils, une certaine pérennité dans notre savoir. Et peut-être qu'on peut se poser la question, de même que dans un cabinet d'avocats, finalement, la mise en place de l'intelligence artificielle, ce qu'on fait depuis maintenant 15 jours avec les avocats de Gaulle-Florence, est une chose extraordinaire parce que ça nous engage. Nous, on a un modèle qui est un modèle de partage, mais là, ça engage encore plus à partager. Et puis, je me disais, mais je suis un peu facétieux et provocateur, vous me connaissez. En fait, c'est un gros avantage, c'est que comme vous êtes obligé de tout mettre ensemble, si vous partez, ça reste. Bien sûr. Alors peut-être une réaction de Léa, puisqu'on a parlé de solutions américaines, mais vous avez créé une solution française d'intelligence artificielle juridique. Pourquoi avoir créé cette solution ? Oui, alors le point de vue français, et cette partie française, elle est pour nous très importante chez Ordalie. Il y a justement, on vient d'en parler, des solutions américaines, il y a aussi tout un enjeu. Je ne pense pas qu'on en parlera ici, mais de sécurité de la donnée, de confidentialité de la donnée, qui, Bien pour sûr. des professionnels du droit, est quand même assez principal. Nous, on axe vraiment notre système de développement justement sur cette IA souveraine et sur ces données qui vont être hébergées en France avec une IA française. Je propose aussi d'avoir une réaction des juristes, entre guillemets, et Stéphanie, peut-être revenir sur l'intérêt que peuvent avoir les juristes d'entreprise pour l'intelligence artificielle. Merci Arnaud. Je pense que Régis l'a très bien exprimé en introduction. C'est vrai que l'IA va rester un outil, et un outil qui permet énormément de possibilités en termes d'automatisation, de gestion de la donnée. Néanmoins, c'est un outil qu'on doit savoir maîtriser. À aucun moment, effectivement, l'IA n'est susceptible de nous remplacer. En revanche, on peut vite être dépassé. Donc, il est très, très important de conserver ce contrôle. Et les juristes doivent être les garde-fous, et notamment en abordant les points qui ont été soulevés par Léa à juste titre dans le déploiement de solutions IA. Régis, peut-être une dernière chose à ajouter pour conclure cette première partie ? Oui, c'est qu'on a un intérêt métier, un intérêt de bon sens fonctionnel de comprendre ces outils et comment on va les utiliser, les cartographier, ce qu'ils peuvent nous apporter. La
production, la qualité. Et puis on est des juristes, et du coup, de toute façon, on a un intérêt réglementaire. C'est qu'à un moment, on sera aussi un peu contraint dans l'exercice, certains d'entre nous, plus que d'autres, de s'intéresser à l'IA Act, à la réglementation, à la conformité dans nos groupes, à l'éthique. Et là, en tant que juriste, voilà, on vient de citer les garde-fous, on doit embrasser le sujet pour accompagner nos structures, nos organisations, nos entreprises, nos salariés. Voilà, on doit former, on doit cadrer, on doit rédiger, processer, documenter. Donc c'est le métier de juriste et c'est l'opportunité qui nous est apportée aussi par les IA et par la réglementation qui va arriver avec les IA, qui arrive, qui est là. C'est le métier du juriste, il est bien là. Voilà un bon moyen de conclure cette première partie et d'introduire notre deuxième partie avec notre débat.